Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Alors un podcast un peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes en fin d'année et comme toutes les fins d'année, eh bien c'est un peu l'heure du bilan. Vous savez que c'est une espèce de marronnier dans les médias et on n'y échappe pas. Donc on va faire un petit bilan de l'année 2022 et pour cela, eh bien j'ai proposé à tous les membres de la rédaction d'Automobile Propre, en tout cas ceux qui sont les journalistes les plus assidus et les plus disponibles aussi, de nous rejoindre sur ce podcast pour nous faire part un petit peu de leur ressenti sur l'année 2022, ce qu'ils en ont retenu, les tops, les flops, et puis ce qu'ils attendent un peu aussi peut-être de l'année 2023 en termes de prospective et de perspective. Donc nous avons autour de la table aujourd'hui un panel d'intervenants très diversifiés avec Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Salut Florent. Salut. Michael Torregrossa, rédacteur en chef de Clean Rider et qui est toujours aussi partie prenante un petit peu lors du podcast sur Automobile Propre. Salut Mika. Salut Eric. Hugo Lara, rédacteur en chef de Révolution Énergétique. Bonjour Hugo. Salut Eric, salut à tous. Et puis Pierre, le rédacteur en chef, notre rédacteur en chef d'Automobile Propre. Pierre, comment ça va ? Ça va très bien. Écoute, on approche de cette fin d'année, les fêtes, les cadeaux, les repas. Et puis on aura aussi Maxime Fontanier, notre youtubeur et essayeur en chef, qui va nous rejoindre et qui est un petit peu en retard parce que justement, il est pris dans des embouteillages suite à un essai et il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Alors voilà, on va parler un petit peu de l'année 2022. Qu'est-ce qu'on en a retenu chacun, et puis comment on voit un petit peu évoluer le marché de la voiture électrique, de l'électromobilité au sens un peu plus large et de la transition énergétique. Et bien pour commencer, je vais vous donner, messieurs, la parole. Qui veut commencer ? Allez, écoutez, je vais Pierre ? commencer. Allez. Ne vous précipitez pas, tous. Mais du coup, j'ai choisi le sujet, donc je peux tout de suite attaquer ce que tout le monde a envie de dire. C'est, je pense que l'année 2022, au niveau de la voiture électrique en France, c'est l'arrivée massive des voitures chinoises et qui, en fait, ont vraiment bouleversé le marché par leurs propositions qui sont non seulement parfaitement au niveau technique, mais qui sont bien moins chères. Et puis, bon, celle qui va tout de suite, celle qui est l'exemple même de cette force de frappe chinoise, c'est évidemment la MG4 qui s'attaque à des stars comme la Renault Mégane ou que la Volkswagen ID3, qui propose un niveau de capacité de batterie, d'autonomie, de performance et même d'équipement, d'aide à la conduite qui est parfaitement à jour. Et le tout pour un prix qui correspond, le haut de gamme de la MG4 est moins cher que l'entrée de gamme de la Mégane. Donc ça, je pense que c'est ce qui a un petit peu le fait le plus important, à mon avis, pour la voiture électrique en 2022 et qui devrait, à mon sens, se confirmer en 2023. Alors concernant la MG4, sur ce cas particulier, même si après on peut élargir aux voitures chinoises, nous l'avons essayé sur Automobile Propre. Tu as eu l'occasion de la conduire, toi, Pierre, personnellement, ou quelqu'un Oui, ici oui, autour ? Oui. Et qu'est-ce que tu en as pensé à titre personnel ? C'est vraiment une voiture qui t'a séduite parce que quand on voit les critiques, elles sont effectivement assez élogieuses. Et ton point de vue personnel sur cette auto, la MG4 ? Il y a des petits défauts, évidemment, des petits défauts de jeunesse, mais c'est des détails. Et à chaque fois qu'on peut citer un défaut de cette voiture, on finit par se dire « Ouais, mais par rapport au prix, on peut rien dire ». Et ça creuse tellement à ce niveau-là que limite, on peut tout excuser, sachant qu'il n'y a pas grand-chose à excuser, justement. Comme je disais, des petits défauts de jeunesse au niveau du système multimédia, il y a quelques bugs qui vont être, ou qui le sont, qui le sont peut-être déjà d'ailleurs, réglés par des mises à jour. Mais voilà, quoi. Donc c'est vraiment une voiture très étonnante. Alors évidemment, c'est pas le modèle le plus qui déborde de personnalité, tu vois, qui est une voiture passion, plaisir, qui attire, mais c'est vraiment la voiture électrique à tout faire et la plus accessible. Ça, c'est une certitude, quoi. Eh bien oui, c'est bien résumé. C'est bien résumé, c'est en effet la surprise de l'année et je compte même moi en commander une.
Ah ouais, Ouais, carrément. ouais. Parce que enfin, ça faisait un moment déjà que je voulais passer à l'électrique, parce que moi, je suis convaincu par l'électrique depuis que j'ai essayé une Tesla en 2000, fin 2012, début 2013. Même avant, j'avais essayé le Roadster, hein. Mais le Roadster, c'était pour rigoler. Mmh. Mais, même la Zoé, quand j'ai essayé la Zoé la première fois en 2012, j'ai trouvé que cette voiture était top. Elle convenait parfaitement à moi, à mon usage, à mon besoin. Mais le tarif, il est juste complètement délirant, quoi. Moi, c'est ce qui me révolte. Je trouve que, en fait, Renault fait avec ses voitures, ce qu'on a fait avec le Minitel, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive en avance avec un produit phare, mais, on n'arrive pas à le vendre, quoi, ou on fait tout pour ne pas le vendre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. Après, ça s'explique, on veut pas cannibaliser les produits thermiques, donc, il y a une explication, logique et marketing à pas baisser les prix électriques, trop vite. Mais il y a une nuance entre, brader ses tarifs et surfacturer, une technologie parce qu'on sait qu'on est dépendant des Chinois et donc du coup, on essaie de gagner du temps. Mais c'est pas propre à l'industrie enfin, si, c'est propre à toute l'industrie automobile et tous les constructeurs généralistes. Il y a que les constructeurs, on va dire, électriques purs qui ont moins ces problèmes et qui pratiquent des tarifs un peu plus raisonnables. Mmh. Donc toi, Maxime, tu l'as essayé, beh, évidemment en long, en large et en travers, parce que tu as fait un essai de la MG4. Tu avais déjà été apparemment assez séduit par l'essai et du coup, ça se confirme par le projet d'en acheter une, à titre Là, personnel? c'est que pendant la vidéo, en fait, j'avais demandé à essayer le modèle d'entrée de gamme le moins cher. Parce qu'il y a Ouais. 2 versions, en fait, hein, de la MG4. Il y a une version petite batterie qui a 52. Vous m'interrompez, monsieur Ferrière ou autre, si, je me trompe dans la capacité, nette ou brute, mais je crois que c'est 52 et 64. Heu Mmh. et donc moi, j'avais demandé expressément à essayer le modèle d'entrée de gamme pour avoir vraiment l'essai du prix d'appel, ce qui est toujours très rare sur les présentations presse. En général, les Oui, constructeurs ont bien toujours sûr. tendance à présenter les modèles haut de gamme, tout équipés avec les meilleures motorisations et même à proposer les motorisations haut de gamme en priorité avant de lancer les modèles entrée de gamme. Et là, il y avait un modèle entrée de gamme sur la présentation, donc je me suis vraiment battu pour l'avoir et quand je l'ai eu, bah, j'ai vu qu'elle avait des petits trous avec des enjoliveurs et cetera. Bon, j'avais déjà essayé pas mal de MG qui étaient des tractions qui étaient des voitures thermiques, transformées en électriques en quelque sorte, enfin aménagées sur une Mmh. plateforme commune. Et donc, je m'attendais à quelque chose de correct, mais moyen. Et en fait, j'étais, vraiment très, très agréablement surpris par cette voiture, puisqu'on a une vraie plateforme de voiture électrique pure. Elle est pas faite pour être en hybride rechargeable ni en thermique et une plateforme ultra moderne, et donc, voiture très bien équilibrée. Et j'ai surtout été agréablement surpris aussi par, tout ce qui était précision des commandes, freinage, chose qu'il y Mmh. avait pas sur les MG, enfin sur les MG chinoises que j'avais eu l'occasion d'essayer jusqu'à présent, qui étaient bien, hein, pour le prix, Mmh. mais qui étaient pas au niveau, on va dire, des attentes, des exigences des Européens. Alors que là, Alors très bien, bah, puisqu'on t'a Maxime, on va en profiter pour te poser la question à ton tour. C'est tes tops et tes flops de 2022. Qu'est-ce que tu as retenu de 2022, du point de vue positif et puis aussi peut-être du point de vue négatif? On reviendra après à Pierre qui nous dira aussi ses flops. alors en top, on peut dire la MG4 en effet. Ouais, Moi, j'ai aussi, particulièrement apprécié le XC40, Recharge Start que j'ai essayé cet été. C'est un vieux d'accord. véhicule, pareil, c'est une Mmh. base de thermique électrifiée. Là, je lisais dans Auto Plus un comparatif de voitures électriques à 50 000 € et il arrivait dernier. Parce qu'en effet, si on prend une finition, haut de gamme, il va se retrouver assez cher. Maintenant, la version Start en XC40, c'est-à-dire le modèle qui est pas coupé en fait, Oui. cet été, alors les tarifs ont peut-être augmenté depuis, ont certainement augmenté depuis, mais cet été, on pouvait l'avoir à 37 000 – 38 000 € avec bonus. Mmh. Donc même si en effet, c'est pas celui qui offre le plus d'autonomie, c'est pas celui qui est le plus sobre dans la catégorie. Moi, j'ai déjà fait des très longs trajets avec, bon, bah, voilà, faut s'arrêter tous les 250 kilomètres, mais au lieu de 300 ou 280 sur la majorité des voitures électriques, on va dire, classiques, moyennes. Et donc il est un peu moins bien en efficience, on va dire, mais il est tellement bien fini, il est tellement bien en comportement routier et puis moi j'aime beaucoup l'image de marque Volvo, la qualité de fabrication aussi. Mmh. C'est mieux fabriqué qu'une Tesla, soyons clairs.
J'ai eu l'occasion de l'essayer récemment à l'occasion d'une opération publicitaire avec Volvo, effectivement. Et effectivement, c'est une très très bonne voiture. C'est cossu, c'est confortable, c'est très bien fini, c'est silencieux. Et puis la version, alors moi j'ai essayé la version haut de gamme. Elle est assez péchue aussi, 400 puisque je crois chevaux, qu'on ouais. fait le 0, Mm. on fait le 0 à 100 en 5 secondes et quelques. Donc on commence à jouer un petit peu dans la cour des grands. Et alors Maxime, qu'est-ce qui t'a pas plu en 2022? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait sursauter ou tu t'es dit bon là non ça va pas du tout quoi? Ce qui me plaît pas, je dirais que ce qui me plaît pas, c'est la guerre en Ukraine et puis le Covid en Chine, quoi. C'est comme tout le monde en fait finalement. C'est-à-dire que cette guerre en fait permet, finalement retarde la tendance. On a eu une révolution technologique et puis cette révolution technologique, elle est freinée par la guerre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le podcast qu'on avait fait ensemble la dernière fois, c'est ce que j'avais dit aussi. J'avais un peu pété l'ambiance à la fin du podcast en disant ouais, tout est bien, mais attention, guerre en Ukraine, c'était au début. Parce que je voyais bien en fait tout de suite dès les débuts du conflit, on voyait très bien que c'était une guerre froide larvée sur le territoire européen entre les Américains et les Russes, enfin entre les Chinois et les Russes et les Américains via la Russie. Et nous, on est les victimes de ça en tant qu'Européens, on le sait, hein, on est conscient et on réagit pas. Et on reste très très dépendant de nos amis américains qui doivent rester nos amis, mais dont je pense qu'il faudrait avoir quand même une certaine distance sans pour autant leur tourner le dos. De la même manière qu'il ne faut pas se jeter dans les bras du camp de l'Est. Et donc, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on est dans un secteur, donc l'électrification, mais toutes les valeurs de haute technologie ont chuté en bourse suite à ce conflit. Et finalement, ce conflit, eh bien, il bénéficie directement aux rois du pétrole. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est les rois du pétrole qui l'ont créé, hein, je voudrais pas être taxé de complotiste, mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait, si vous voulez, le frein, là, on est en train de mettre le pied sur le frein en ce moment, en fait, sur l'électrification. Et c'est pour ça que je suis aussi d'autant plus révolté quand je vois les tarifs que continue à pratiquer Renault sur ses nouveaux produits. Là, j'ai essayé un Kangoo à 42 000 €, un Kangoo avec une batterie de 42 kWh. Je veux dire, s'ils ne veulent pas le vendre, il n'y a rien de mieux pour faire. Il n'y a rien de mieux. Alors Ouais, que peut-être le qu'ils n'ont produit pas peut être vraiment pas le choix. mal. Ouais. Il n'y a pas de véhicule comme ça pour l'instant sur le marché en électrique, etc. Et tu penses qu'ils abusent sur les tarifs ou est-ce que c'est simplement qu'ils ont des coûts incompressibles et que même sur des voitures comme ça, ils font pas des marges Moi, peut-être je plus pense importantes qu'il que sur faudrait d'autres voitures? qu'ils profitent des marges qu'ils font encore sur les véhicules thermiques pour pouvoir réduire leurs tarifs en électrique. C'est-à-dire que même s'ils Mmh. sont, en effet, aujourd'hui, ils sont dépendants des batteries chinoises. Donc, ils sont dépendants de toute façon de l'Asie pour fabriquer pour avoir les cellules. On est complètement dépendant de l'Asie pour fabriquer les cellules. Donc, en effet, cette dépendance-là, il y a deux solutions. Soit on fait une gamme élitiste, on vend que des produits aux riches, en gros, et on fait beaucoup de marge dessus, ce qui est la stratégie adoptée même par Tesla dès le départ avec la Model S. Mmh. Mais je dirais que cette stratégie-là, elle vaut pour des voitures jusqu'à 50 000 €. Mais en dessous, c'est pas praticable puisque le pouvoir d'achat des classes moyennes ne suit pas, voire même Mmh. régresse en ce moment avec l'inflation. Donc il y a un décalage en fait entre le pouvoir d'achat et l'offre de véhicules électriques. Et moi, j'en veux en effet aux constructeurs français, notamment Renault. Enfin, quand je dis j'en veux, c'est parce que j'aime leurs produits, hein. On en veut toujours aux gens qu'on aime, hein, sinon on les ignore. Mais en fait, moi, ce qui m'ennuie, c'est que Renault a toutes les cartes en main pour lutter contre les Chinois et en pratiquant des tarifs qui sont délirants. Et quand je dis délirant, pour moi, si vous voulez, toutes les Renault devraient être facturées 6 à 7 000 € de moins que le tarif affiché. Mais tu parles de Renault là, Renault et Dacia, hein, c'est est-ce pareil. que c'est pas le cas pour toutes les marques qui font des voitures électriques? On finira le Non, parce chapitre que Renault avec Audi, ça? BM, Mercedes, entre guillemets, ils ont une clientèle et ils sont sur un secteur haut de gamme où ils peuvent se permettre de faire des marges et de vous vendre parce qu'on est sur le marché du luxe. Donc, je veux dire, un sac Hermès, même si ça fait le même boulot qu'un sac Decathlon, c'est un sac Hermès. Donc une Mercedes, je dirais que voilà, on entre dans le domaine de la consommation ostentatoire. Donc le côté rationnel peut être mis de côté. Mais sur des constructeurs de gamme moyenne comme Peugeot, Renault, ou voire des constructeurs de voitures populaires, bah là, si on essaie de jouer dans la même cour, enfin voilà, si on essaie de marger, de faire
ça va pas du tout, quoi et en plus, on crée une frustration chez les gens. OK, OK. On va abréger, Maxime, parce que là, c'est un peu long. Hugo, quels sont tes tops et tes flops de 2022? Alors moi, je vais parler surtout d'énergie. Ouais, J'ai 2 tops en 2022. C'est d'abord la mise en service du tout premier parc éolien offshore de France, qui se situe donc à Saint-Nazaire. C'est le parc éolien de Saint-Nazaire et qui a ajouté 480 mégawatts de puissance, de production électrique, bas carbone. Pour se faire une idée, 480 mégawatts, c'est l'équivalent d'à peu près, 2 000 Tesla Model S qui chargent, à pleine balle sur un superchargeur. d'accord. Alors ça, c'est la puissance et en termes de production annuelle, on attend, à peu près, 1 700 gigawattheures, par an de production électrique juste pour ce parc, éolien de Saint-Nazaire et 1 700 gigawattheures pour continuer sur, la comparaison avec le véhicule, électrique et bien ça correspond à peu près, 20 millions de voitures, 20 millions de, Kia EV6 entièrement rechargées. Donc, Kia EV6 fait 77 kWh. On peut la recharger, plus de 20 millions de fois, uniquement grâce à ce parc éolien offshore. Et le deuxième top, c'est plus au niveau européen, c'est la mise en service, du premier réacteur nucléaire de type EPR en Europe. On sait qu'on en a un qui est en construction depuis, plus de 10 ans, je crois que ça fait 12 ans, à Flamanville. On attend sa mise en service avec impatience, qui est maintes fois reportée et en Finlande, à Olkiluoto exactement, il y a le tout premier réacteur, de type EPR qui a été mis en service et c'est 1 650 mégawatts de puissance de production, bas carbone qui a été, mise en service et c'est toujours, très bon à prendre, dans un réseau électrique européen qui est extrêmement, encore dépendant des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Donc voilà, nucléaire et renouvelable, ensemble, c'est vraiment, ce qui a fait, avancer là le réseau électrique, européen en 2022. 2 très bonnes nouvelles et on attend, aussi de très bonnes nouvelles pour 2023 aussi. Alors sur les parcs, on viendra à tes flops après s'il y en a. Sur les Oui. parcs, éoliens offshore, un mot peut-être, on sait qu'il y a beaucoup de discussions sur ce sujet, pas mal d'opposition aussi au pluriel à ce type de déploiement. Qu'est-ce que tu en penses personnellement, toi qui es vraiment un expert du sujet? Voilà, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou que ça pose problème? Alors en termes de production, c'est une bonne chose puisque les parcs éoliens offshore, ils produisent beaucoup plus d'électricité que les parcs, éoliens, terrestres. Pourquoi? Il y a Ils plus ont de vent, au large? Voilà, les vents sont beaucoup plus, constants D'accord, et puissants, en mer puisqu'il y a aucun obstacle, d'accord. contrairement à sur terre, quoi. Donc en fait, la raison, une des raisons qui font qu'on installe des parcs offshore, c'est non seulement une question de place, j'imagine, parce que ça évite d'artificialiser des terrains, sur la terre ferme, mais c'est aussi parce qu'on a une meilleure productivité, une meilleure efficience du fait qu'il y a plus de vent au large. C'est ça, on a, Ah d'accord, quasiment 20 de production en plus d'accord. en mer. Alors ça coûte un Mmh. petit peu plus cher. Il y a 2 technologies d'éolien, en mer. Il y a l'éolien posé, c'est-à-dire que l'éolienne, elle est fixée au fond marin Ouais, et il y a l'éolien flottant. Donc c'est des énormes caissons, on se rend pas bien compte, hein, c'est des caissons qui sont aussi gros que des immeubles, de 10 étages, quoi. ouais, ça doit être monstrueux, ouais. Voilà et qu'il faut ensuite, ancrer au sol avec des ancres comme des ancres de bateau, mais 10 fois plus grosses, quoi et cette technologie, elle est pas encore ultra mature, d'ailleurs, on va lancer, en 2023 les premières éoliennes, flottantes de France. Voilà, mais en tout cas, c'est une technologie qui est extrêmement prometteuse parce qu'on peut produire énormément d'électricité sur nos côtes françaises. En plus, on a différentes expositions, différents types de vents en France, et donc c'est vraiment à partir de 2022. Là, en décembre, on a eu le premier parc éolien à Saint-Nazaire qui a été inauguré et ça va ensuite s'accélérer très vite. Et sur ces éoliennes offshore, puisque tu dis qu'il y a plus d'efficience, plus de vent et que donc avec un rendement qui est supérieur, est-ce qu'on peut imaginer par exemple, quand on voit des éoliennes sur terre, on voit que parfois elles sont à l'arrêt parce qu'il y a pas de vent, est-ce que c'est le cas offshore, ou est-ce qu'elles tournent pratiquement tout le temps en permanence, parce qu'il y a toujours une petite brise marine? Alors, normalement, même sur terre, les éoliennes, elles sont jamais quasiment, arrêtées. Souvent, quand elles sont arrêtées, C'est qu'elles sont en maintenance? c'est qu'elles sont en maintenance D'accord, ou des fois, c'est parce que le prix de l'électricité est pas intéressant. Les OK, éoliennes, elles sont pilotées comme d'autres centrales électriques, en fait, hein, donc en fonction d'accord. du marché de l'électricité et quand on est en surproduction, ils préfèrent les arrêter tout simplement parce qu'on peut plus écouler ou parce que, l'électricité a un prix négatif. Bon, en ce moment, c'est pas du tout le cas. En général, à part vraiment des situations assez rares d'anticyclones très puissants où il y a vraiment pas un pet de vent, les éoliennes sont à l'arrêt. Mais sinon, elles tournent tout le temps, elles produisent beaucoup moins évidemment.
Mais en mer, effectivement, ça devrait être extrêmement rare de pas voir des éoliennes, tourner. OK. Et alors côté flop? Niveau flop, bah, je pense que tout le monde doit s'en douter, c'est, la disponibilité des réacteurs nucléaires français. Surtout, cet été, on a eu environ, 43 seulement des réacteurs nucléaires qui étaient disponibles en juillet-août. C'était dû notamment au phénomène de corrosion sous contrainte qui s'est ajouté au planning de maintenance déjà prévu à l'avance et du coup, on a dû compenser ça avec, plus, d'électricité, produite à partir de gaz ou à partir, d'imports de pays voisins. On sait que nos pays voisins produisent de l'électricité de façon beaucoup plus carbonée que chez nous et donc voilà, bon maintenant c'est résolu, enfin en partie résolu. On a un nombre important de réacteurs nucléaires qui a été remis en service, cet hiver. Ce problème de faible disponibilité des réacteurs nucléaires, il faisait peser un risque très important sur cet hiver, hein. On a beaucoup parlé, du risque, de coupures tournantes, de blackout et cetera. Bon là, ça semble vraiment s'éloigner de façon assez, sérieuse, hein. On n'est jamais à l'abri d'une vague de froid, ultra violente, et d'un problème chez nos voisins, qui ferait qu'on pourrait pas importer l'électricité. Mais voilà, déjà, on a beaucoup plus de réacteurs nucléaires qui ont été remis en service. Ça devrait s'arranger, voilà, mais c'était vraiment le plus gros flop, de l'année, ce gros problème. Comme il peut en arriver dans n'importe quelle industrie, hein, c'était, voilà, pas forcément prévisible. Il peut arriver qu'on détecte, voilà, des fissures, dans plein de domaines différents. Là, c'est tombé sur le nucléaire. On s'en est plutôt bien sorti quand même. Bon, on devrait arriver à passer au moins en tout cas, les fêtes de fin d'année à Les peu fêtes, c'est près, sûr. tranquille avec le sapin qui clignote. Voilà. Florent, alors cette année 2022 pour toi? Ah bah, je vais enchaîner, tiens, on parlait de flop, alors je vais quand même donner un flop, puis ça rejoint ce que disait Maxime, ouais, sur les prix des véhicules qui ont flambé, enfin des véhicules électriques, même tous les véhicules quoi, ont flambé cette année. Alors, il y a le contexte géopolitique, mais c'est vrai que ouais, moi je souscris totalement à ce que dit Maxime, quoi. Par exemple, le prix de la Zoé vient encore d'augmenter au 1er décembre, alors qu'il ne devrait plus, quoi. La Zoé, elle a 10 ans, la base, même si au début il y a eu des très très lourds investissements pour l'électromobilité chez Renault, au bout de 10 ans et surtout, face à l'arrivée de la MG4, apparemment, je lisais, un un avis, enfin quelqu'un de chez Renault qui disait qu'ils avaient du mal maintenant à la situer un peu, niveau tarif, la Zoé, surtout face à ce genre de véhicule, donc elle commence à plus trop se vendre. Pour moi, voilà, le prix devrait plus augmenter, il devrait même baisser. Ça va être sa dernière année de commercialisation. Pour moi, elle devrait terminer en devenant une super affaire, quoi. Voilà, ils auraient dû faire passer le prix. Là, il est remonté à 35 000 €. Enfin, ça aurait dû baisser psychologiquement en dessous de 30 000, quoi. Donc il devrait la brader en fait plutôt que de faire augmenter son prix puisque c'est sa fin de carrière. Bah oui, voilà, bah surtout qu'il y a la R5 qui arrive. La R5, ils promettent justement de baisser le prix. Donc ça permettrait aussi de faire une transition, de baisser le prix de la Zoé. Ça permet aussi d'amener le nouveau ticket d'entrée de la R5, quoi, parce qu'on attend la R5, on attendait un ticket d'entrée autour de 20 000 €. Bon, maintenant, ça sera plutôt 25 000, je pense, mais j'ai même peur d'ailleurs d'une mauvaise surprise. Quand on voit que la Zoé est encore à 35 000, la R5, ça se trouve, elle va démarrer qu'à 30 000. Mmh. Donc voilà. Et après, j'ai un autre flop, c'est le mondial de l'automobile. Voilà, dans l'année, on avait des podcasts où on a parlé des salons. Bon, bah, Mmh. une petite catastrophe. Alors, il a bien marché en entrée, ça a presque été une surprise, quoi. Il a fait Ouais. 400 000 visiteurs, mais bon, l'exposition était quand même assez légère. Le prix d'entrée pour les visiteurs est exorbitant. Je pense que beaucoup de visiteurs sont ressortis en se disant: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est devenu?» Moi, j'ai peur qu'ils reviennent pas dans 2 ans et pourtant, moi, j'aime bien les salons automobiles. Si Je le les salon défends. existe encore dans 2 ans. Mais voilà, moi j'ai envie qu'il existe, mais c'est vrai que ce qu'on a vu était assez triste, mais il y avait quand même des choses à voir et d'ailleurs ça peut amener à un de mes tops de l'année, quoi. Dans les véhicules que j'ai bien aimé, découvrir cette année, il y avait le Jeep Avenger qui faisait sa 1re sortie, à Paris. Moi, c'est un véhicule qui m'a un peu tapé dans l'œil, voilà, c'est un petit gabarit urbain, moi c'est ce qui me va. Leur premier véhicule électrique de Jeep, quoi, avec, les nouvelles fiches techniques des citadines électriques de Stellantis, c'est-à-dire un nouveau bloc de 156 chevaux, une autonomie de 400 kilomètres. Donc cette fois, ça devient intéressant sur l'autonomie, ça devient assez polyvalent. Et puis le prix reste encore un peu élevé, mais je m'attendais à pire parce que là, pour l'instant, il y a une version de lancement qui est un petit peu en dessous de 40 000 €, mais c'est vraiment la version tout équipée, donc il peut pas y avoir plus cher, donc ça
une version plus milieu de gamme sera un peu moins chère, donc un peu négociée, ça peut être intéressant. Et un autre véhicule aussi au mondial de l'automobile que j'ai découvert, donc bon, il y a quand même eu des choses au mondial, la preuve, c'est dans un autre registre, c'est le Mobilize Duo. Donc c'est ce qui va remplacer le Renault Twizy avec ça garde à peu près le même concept et la même forme, mais en étant amélioré. Cette fois, il y a des vraies portes, par exemple. Donc on est vraiment bien à l'abri en conduisant. Et ça, c'est un véhicule qui, moi, pourrait m'intéresser si là aussi le prix est raisonnable, quoi. Les prix, on les connaît pas encore. Ils vont être lancés, ils vont être dévoilés courant 2023 parce que je crois que les premières livraisons, ce sera plutôt à l'automne 2023. Et moi, pour l'instant, j'ai un véhicule thermique, voilà, je l'avoue, bouh, vous pouvez me huer, mais voilà, c'est T'es mon geste pardonné, tu écolo. as un super bonnet de Noël. Donc avec ça, tout peut passer. Mais c'est mon geste écolo, c'est voilà, mon véhicule est là à 8 ans maintenant et je le garde, quoi, et puis je vais le garder, je pense, pour les longs trajets, mais je me dis, par contre, pour compléter, faire les petits trajets autour de chez moi et moins me servir de ce véhicule diesel, peut-être compléter avec ce petit engin. Alors après, je partirais plutôt sur la version quand même 80 km/h, parce que ça, c'est vraiment l'atout de ce véhicule, c'est d'avoir de la polyvalence par D'accord. rapport à une Citroën Ami qui est vraiment bloquée à 45 km/h et puis avec une petite autonomie. Là, le Duo, il y aura une version 80 km/h et il y a une plus grosse batterie quand même. Renault promet entre 100 et 150 km d'autonomie. Donc après, bon, tout ça sera à vérifier en conditions réelles, mais voilà. Si le prix est raisonnable, moi, ça peut m'intéresser. Moi, je trouve que c'est là où la mobilité électrique peut être pertinente pour commencer pour de nombreux ménages, quoi. C'est commencer par un petit engin. Et d'ailleurs, 2023, pour moi, ça va être un peu l'année du petit engin électrique parce que Ligier, la marque des voitures sans permis, va s'y lancer. Donc, voilà, faut voir aussi les caractéristiques définitives, mais ça peut être intéressant. Tu parles de quelle voiture là sur la fin? C'était tu l'as dit, mais pour le rappeler, cette micro-car électrique en fait, c'est? De Ligier, bah, c'est Non, une non, marque celle de d'avant là, celle que tu as envisagé d'acheter éventuellement. la Mobilize Duo. Donc en fait, Voilà, c'est ça. Mobilize, c'est la nouvelle marque, un peu nouvelle mobilité de Renault, du groupe Renault, mais C'est c'est ça. vraiment en fait la remplaçante de la Twizy. Ouais, OK. Qui était, la Twizy, une vraie pionnière en l'occurrence. On est d'accord? Ah bah ça a été quand ils ont lancé toute leur offensive électrique, ça en fait, ça a été le premier modèle qu'ils ont lancé. D'ailleurs, avant la Mmh. Zoé, il y avait ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la première, je crois de mémoire que ça doit être la première voiture électrique que j'ai essayée. J'hésite entre ça et une version électrique d'une Ford Mondeo, qui s'appelait pas Mondeo aux US, chez Ford, sur le parking de l'usine de Ford. Mais là, c'était vraiment la première et je l'avais pas essayé sur un salon automobile ni chez Renault, mais au Web, au salon, à la grande conférence Le Web, qui se tenait tous les ans à Paris, qui avait d'ailleurs donné naissance à Uber, entre autres anecdotes. Et donc sur le parking, il y avait des Twizy qu'on pouvait essayer comme ça. Donc c'était assez drôle. Mika, top, flop, pas de top, pas de flop? Si, top et flop. Alors moi, j'ai changé de segment encore, hein, Ouais. je vais revenir sur ma thématique, à savoir celle du 2 roues. Bah, dans les tops, je pense qu'on peut citer quand même le lancement du BMW CE04. On a testé, c'est Maxime qui a Ouais. fait l'essai en tout début d'année, pour Clean Rider. La vidéo, elle avait cartonné parce qu'en plus, Ouais. c'était défoncé pour la sortir avant tout le monde. Je te souviens, Maxime, hein, on avait bien bossé là. Enfin, surtout toi, parce que moi, j'avais juste appuyé sur le bouton. Mais ouais, c'est pour un engin qui coûte quand même plus de 12 000 €, ça a fait un carton, hein, parce qu'en France, ils ont fait plus de 2 millimètres sur les 10 premiers mois de l'année. J'ai pas encore les derniers chiffres. Mais voilà, c'est un engin premium, enfin voilà, un look très clivant, mais voilà, qui marche, qui séduit. Alors, j'ai presque envie de dire que nous-mêmes, en tant que médias, ça nous embête parce que quand on va taper à la porte de BM en leur disant: «Ah, vous voulez pas faire un peu de la pub pour King Rider?» Ils nous disent: «Ah bah non, on a plus pas besoin, on a plus de stock, on a plus rien», donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que cet engin-là, c'est un beau succès, voilà. Donc c'est vraiment ce qui me marque sur cette année. À l'inverse des flops, c'est qu'au final, les grandes marques, du 2 roues, elles sont un petit peu absentes quand même du segment électrique. Mmh. C'est ce que j'ai Voilà, donc remarqué aussi, ouais. on a été à EICMA en début novembre et on sent que voilà, ils présentent des choses, hein, évidemment. Donc on a eu un petit scooter 50 chez Honda, on a eu un petit scooter 50 chez Peugeot, le Street Zone, qui était aussi au mondial juste avant. Mais au final, en fait, on sent pas encore on sent pas le point de bascule comme on le sent sur la partie
la partie 4 roues, hein, où vraiment les constructeurs y vont. Là, ils font encore de la figuration. Donc, je pense que ça va changer parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand on voit à Paris des mesures comme le stationnement payant pour les 2 roues thermiques et gratuit pour l'électrique, bah forcément, ça commence à faire réfléchir. Il faudrait qu'il y ait plus de choses comme ça pour que les choses bougent. Mais voilà, effectivement, les grands constructeurs sont absents. On a essayé aussi, pareil, il y a Yamaha qui a un 125 qui est super, mais pour l'instant, ils ne commercialisent pas encore. Donc, il faudrait qu'ils se bougent. Parce qu'en attendant, ceux qui en profitent, encore une fois, comme dans l'automobile, bah, c'est les Chinois. Et pour le coup, eux, avec EICMA, ils étaient très présents, avec des produits qui, qualitativement, maintenant, bah, ils n'ont plus grand-chose à envier aux véhicules, aux constructeurs historiques. Hein. Donc, voilà, faut faire attention parce qu'aujourd'hui, ce qui manque aux constructeurs chinois dans le 2 roues encore, c'est le réseau de distribution, mais ça, ils sont en train de le construire, et l'image de marque, mais là encore, ils sont en train de la construire. Donc voilà, il faudrait faire attention à ce que les marques historiques ne se fassent pas dépasser par les Chinois. Et voilà, parce que ce serait dommage en fait de rater le train et de rater le coche, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir une transition aussi dans le milieu du scooter et de la moto. Bon, la moto, il n'y a pas encore trop quand même des marques qui sont clairement au-dessus, qui sont pas des marques chinoises, à savoir Energica, les Italiens, hein, tu me confirmeras, Max, tu les as essayés, et la DSR-X, hein, qui est sortie avec le californien Zero Motorcycles. Mais ouais, on sent quoi. Les constructeurs historiques, on n'est pas encore sur la bascule de l'électrique. Toi, c'est ton même ressenti, Maxime? Oui, non, mais ce que tu disais oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que tu disais sur le CE04, en fait, on peut vraiment faire un parallèle entre le CE04 et la Model 3. Pourquoi? Parce que la Model 3, quand elle est vendue, la Tesla Model 3, quand elle est vendue à moins de 40 000 € sur le marché français avec bonus, ou à moins de 45 000 € sur le marché français avec bonus, elle est pas chère. Alors, pour moi, elle est trop chère. Pour Florent, elle est trop chère. Mais je dirais que pour les gens qui avaient prévu de s'acheter une Audi A4 et une série 3 ou une BMW série 3 neuve, donc le cadre supérieur, on va dire, le cadre supérieur, il s'oriente vers une Model 3. Elle est moins chère qu'un équivalent thermique. Voilà. Le CE04, c'est un équivalent 400 cm3. Mais en fait, il offre des accélérations comparables à un T-Max 560 cm3. Et donc, le CE04 à 12 000 €, en fait, son vrai prix, c'est plutôt 15 000 parce qu'il faut rajouter la prix, enfin, comme toujours chez les Allemands, il faut rajouter les options. Donc, à 15 000 €, il reste moins cher qu'un T-Max 560. Donc, le T-Max 560 à 15 ou 17 000 € aujourd'hui, certes, il est un peu plus polyvalent, mais il consomme, enfin voilà, il a toutes les contraintes du thermique. Donc, c'est-à-dire qu'un CE04, quand on l'achète, même s'il est cher, on sait qu'on va tout de suite l'amortir par rapport à un produit équivalent en thermique. C'est le cas d'une Model 3 par rapport à une BMW série 3. Et le point commun entre le CE04 et la Model 3, c'est que comme ils sont au bon prix, eh bien, les constructeurs sont en rupture de stock et surtout, ils n'ont pas besoin de faire de publicité. Donc, comment baisser les prix des Zoé? Comment baisser les prix des Renault? Eh bien, moi, j'ai une astuce. Vous arrêtez de faire de la pub sur ces putains de caisses, ok? Vous arrêtez de faire de la promotion. Et l'argent que vous avez prévu de mettre dans la promotion, je ne devrais pas dire ça, puisque les médias peuvent en profiter. Ça va pas nous arranger, ça. Mais oui, non, mais je veux dire, Tesla, c'est ce qu'ils font. Ce que je veux dire, c'est que Tesla, et nous, ça ne nous empêche pas de faire des très bons scores d'audience sur Tesla. Donc, il y a un moment, faut voir où est-ce qu'on met l'argent, quoi. Est-ce que l'argent, on le met dans le marketing ou est-ce que l'argent, on le met dans les produits? Les marques qui n'ont pas de service marketing, etc., donc les marques comme Tesla, mais j'irais même jusqu'à dire Ferrari. Ferrari ne fait pas de publicité. Ferrari n'a pas besoin de faire de publicité. Pourtant, ses produits sont chers, mais c'est parce qu'il y a un effet de rareté. Eh bien, le CE04, la Model 3, si vous voulez, la demande dépasse l'offre. Pourquoi? Parce que le produit, il est au bon prix. Je tiens à le dire. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont chers, mais qui sont au bon prix. C'est-à-dire qu'une Model 3 n'est pas surfacturée par rapport à ce qu'elle vous propose. Un CE04 n'est pas surfacturé par ce qu'il vous propose. On vous offre un scooter électrique 400 cm3 siglé BMW. Donc, ça vaut 15 000 balles. Voilà. Une Zoé à 35 000 €, non. Une Dacia Spring à 20 000 €, non. Une ID3 à 40 000 ou 45 000 €, c'est-à-dire le prix d'une Model 3 de 280 chevaux, non et renon. Donc voilà, enfin je veux dire, c'est juste une question de pognon comme toujours, quoi, je dirais. C'est la base même du fonctionnement de nos sociétés. Certes, mais on peut difficilement comparer des produits qui sont à très forte attractivité et qui effectivement peuvent se passer de publicité, que ça soit du premium ou de temps en temps un produit un petit peu plus
grand public comme la Tesla Model 3 ou le fameux scooter électrique de BMW. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais les marques ont malheureusement et heureusement pour nous et pour les médias besoin de faire un petit peu de publicité pour se faire connaître. C'est sûr que Ferrari n'a pas besoin de faire de publicité, c'est clair. Pierre, on avait coupé avant tes flops. Est-ce que tu as des mauvais souvenirs de cette année 2022? Tout à fait. Alors, forcément, Automobile Propre, on fait pas mal de kilomètres par an en voiture électrique à travers toute la France pour des reportages, des essais et compagnie. Donc, on peut voir les progrès que fait le réseau de charge en France. Et c'est vrai que le nombre de stations physiques est de plus en plus grand, la grille est de plus en plus complète. Mais alors, je ne sais pas, c'est peut-être aussi parce que je vieillis, tout ça, mais tout ceci manque de confort, toujours. C'est-à-dire que on continue de pouvoir compter sur les doigts d'une main le nombre de stations ne serait-ce qu'un auvent, par exemple, quand on n'est pas chez Fastned. Et encore, les auvents Fastned sont bien, mais au niveau des courants d'air, c'est pas top. Il pleut, il y a du vent, on est mouillé quand même. Et surtout, c'est moi ce que je l'ai remarqué particulièrement lors du dernier road trip avec des caravanes, c'est que en plus, on voit depuis les bornes où on charge, on voit les pompes des stations-service couvertes avec un auvent qui mène jusque dans la station où se trouvent les toilettes, les cafés, la nourriture. Et les bornes restent un petit peu à l'écart, un petit peu dans l'obscurité, face aux éléments. Et je trouve que ça fait partie de... Voilà, on paye très cher on paye très cher les recharges sur l'autoroute, hein, on ne va pas se mentir, il faut bien le dire. Et je trouve qu'il faudrait améliorer ce confort-là, parce que ça devient pénible. Plus on fait de kilomètres et plus on se rend compte, je trouve. Voilà, c'est mon coup de gueule. Ouais, tout ça étant, effectivement, tu as mentionné Fastned et qui fait des efforts de ce point de vue-là. Je pense que les autres vont y venir aussi. Jusqu'à maintenant, la fonction de recharge était purement une fonction utilitaire, et partant aussi du principe que généralement tu sors juste pour brancher ta voiture et tu te remets vite à l'abri dedans. Donc, ce qui explique que certaines stations soient effectivement donnent vraiment l'impression d'être des espèces de trucs perdus au milieu de nulle part. Moi, je vais conclure aussi en vous donnant un petit peu ce que j'ai pensé de cette année et puis de ce que j'attendrai un petit peu de 2023. Alors, d'une façon un peu générale, hein, c'est-à-dire voiture et ce qui me concerne dans mon quotidien aussi, c'est-à-dire les deux roues électriques. J'ai pas beaucoup d'avis et de compétences, et donc je m'exprimerai pas sur le domaine de compétences d'Hugo, par exemple, qui sont les énergies au sens large. Alors moi, dans le top, alors c'est un top qui est un petit peu en miroir de ce que tu viens de dire, Pierre. C'est quand même les points de charge qui se développent très fort. Alors, je parle des points de charge au sens large du terme, hein, pas seulement les réseaux. Donc, les points de charge qui se développent très fort. Alors, ça n'a pas tout à fait doublé, mais presque en 2022, puisqu'on est, je pense qu'on va finir l'année fin 2022 à 80 000 points de charge en France publics, accessibles au public. Sachant qu'on a en France plus d'1 million de points de charge, mais dont la plupart ne sont pas accessibles au public. Donc, c'est des points de charge qui se trouvent dans des parkings privés, dans des entreprises ou chez les particuliers. Donc là, on a 80 000 points de charge publics. On a dû démarrer l'année de mémoire avec 55 000, je crois. Donc, une très forte accélération. La promesse du gouvernement, je le redis à chaque fois, c'était 100 000 fin 2021. Donc là, on est fin 2022, on est à 80 000. Donc, on a 20 000 de retard et on devrait atteindre les 100 000 si on fait une projection sur la progression actuelle, à peu près au printemps, au début de l'été 2023. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Parallèlement à cela, c'est les réseaux qui se sont mis en ordre de bataille et qui avancent un peu façon bulldozer. J'en ai déjà parlé récemment, mais je suis quand même assez impressionné par la vitesse d'ouverture de chantier et d'ouverture de nouvelles stations à haut débit maintenant un petit peu partout en France, avec les principaux acteurs comme évidemment Tesla, Ionity, Fastned, Total Energy, Electra, PowerDot et d'autres. Donc là, ça dépote vraiment, je crois qu'on peut le dire. Et puis après, côté produit,
Alors, certes, Maxime, tu l'as dit, elle est trop chère, mais ça ne m'empêche pas de penser, même si je ne l'ai pas essayé personnellement, que la Mégane E-Tech est une des plus belles voitures électriques et une des plus belles réussites de cette année. Je trouve que c'est une voiture qui est très réussie d'un point de vue design. J'aime beaucoup le design intérieur aussi. J'aime beaucoup son interface Android Automotive. Et voilà, donc alors effectivement, elle est certainement un petit peu surcotée en termes de tarifs, mais je pense que c'est une belle voiture et qu'elle a d'ailleurs, elle s'est rapidement imposée parmi les championnes en termes de vente et ça devrait continuer. C'est une voiture qui, à mon avis, a un bel avenir. Et comme tu le disais, Maxime, si Renault avait la bonne idée de baisser un peu son tarif, ça serait véritablement un carton, je pense, dans les 5 années ou la décennie qui vient, et peut-être même s'imposer un peu comme la référence de l'électrique européenne. Donc ça, c'est une belle réussite à mettre quand même au crédit de Renault. Dans le même esprit, je l'ai pas essayé, j'ai vu ton essai récemment, Maxime, je l'ai même pas vu encore en vrai, c'est la nouvelle Smart qui me paraît très sympa, tant en termes de design qu'en termes d'efficience et aussi d'équipement. Pour aller un petit peu aussi plus vite sur ce sujet, alors c'est pas une sortie de cette année, mais je trouve que ce que fait Fiat avec la 500 électrique est assez remarquable. Ils ont vraiment réussi à capter et à border un marché et à l'adresser pratiquement en exclusivité. Alors pas tout à fait, ils sont pas les seuls sur leur marché, mais aujourd'hui, quand vous parlez autour de vous d'une petite voiture urbaine électrique pour des déplacements quotidiens, pour se rendre au travail, pour aller faire ses courses et pour aller voir éventuellement des amis le week-end, pas très loin de la maison, tout le monde répond Fiat 500 électrique, quoi. C'est soit une voiture que l'on a, soit qu'on rêve d'avoir pour ce type d'usage. Et j'ai l'impression que Fiat a vraiment réussi un sacré coup, d'autant qu'ils la font bien évoluer en termes de design, en termes de tarification aussi, en termes de choix de gamme. Donc, ils occupent vraiment une partie importante du marché et ils se sont bien imposés sur ce segment. Et puis, comme le disait Florent, moi je crois beaucoup, et j'ai déjà fait des articles sur Automobile Propre sur le sujet, aux microcars, aux petites voitures électriques pour un usage vraiment, pour le coup, typiquement urbain, évidemment, Citroën Ami, la voiture que mentionnait Florent, la Mobilize Duo, et puis plein d'autres que j'avais nommés, que j'avais mentionnés dans 2 articles sur Automobile Propre, avec des projets qui sont assez intéressants et assez enthousiasmants. Et je crois beaucoup aussi à ce segment-là. Parce que tout le monde n'a pas envie de faire du vélo, tout le monde n'a pas envie d'acheter un scooter électrique ou de faire de la trottinette électrique, et tout le monde n'aime pas non plus les transports en commun. Et pour ce créneau-là de population, eh bien, ces voitures-là adressent vraiment ce segment des gens qui ont envie de continuer à avoir bénéficié du confort d'un déplacement individuel sans en avoir les inconvénients, et qui n'ont pas besoin ni de performance ni d'une très grande autonomie. Alors sur les flops, moi il y a un truc que je regrette un peu, et là j'élargis sur le sujet un petit peu des 2 roues électriques et des mobilités urbaines. J'en ai fait aussi un article sur Clean Rider. Un éditorial, c'est je trouve que le vol de vélo aujourd'hui est un vrai sujet, notamment le vol de vélo électrique, et c'est un sujet qui, à mon avis, est devenu politique et dont devraient s'emparer, puisque c'est un sujet politique, les élus et les hommes politiques pour améliorer la situation. Alors ils le font, hein, il y a déjà des aménagements qui sont prévus, ils font des efforts, notamment moi je parle pour là où je réside à Lyon, où il y a des choses qui sont faites, mais je pense qu'il y a plein de solutions à imaginer pour faire en sorte que ce fléau non pas disparaisse parce que ça paraît difficile, mais en tout cas soit largement réduit. Et je pense aujourd'hui, alors c'est un peu au doigt mouillé, mais je parle autour de moi, puis je baigne un petit peu dans le sujet, dans le milieu et dans le sujet. Je pense pouvoir dire aujourd'hui, un des gros freins à l'utilisation et au passage au vélo, et notamment au vélo à assistance électrique pour de nombreux citadins, est tout simplement l'apport du vol. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Moi, j'ai un vélo électrique, je m'en sers pour faire des trajets où j'ai clairement identifié mon point d'arrivée et la possibilité de le mettre dans un endroit sécurisé. Sinon, je le prends pas. Pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour aller au musée, malheureusement, je prends pas mon vélo électrique, alors que je rêve de pouvoir faire tous ces trajets en vélo électrique, et je l'ai fait autrement parce que je sais que j'ai une chance sur 2 pour ne pas retrouver mon vélo quand je sortirai du cinéma ou du musée. Donc, je pense que là, il y a un vrai effort à faire, même si, encore une fois, je le dis, les élus s'en occupent un peu, mais il y a plein de choses à imaginer. Je vous renvoie peut-être à l'article que j'avais fait sur Clean Rider sur le sujet. Et un autre sujet en termes de flop qui me préoccupe un peu, toujours dans le même territoire, c'est l'interdiction qui pèse un peu comme une menace là sur l'interdiction des trottinettes électriques en free floating.
Je trouve que ça serait très dommage, car pour moi, c'était, même si on a eu beaucoup, effectivement, on a connu beaucoup d'excès, beaucoup d'abus et des choses très désagréables autour de ce nouveau mode de déplacement, je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper pratique pour beaucoup de gens et qui est aussi bien un vecteur de liberté individuelle pour les déplacements urbains. Et puis le flop, c'est plus général, c'est sur les voitures électriques et on est, je crois, beaucoup à s'en plaindre quand on lit les commentaires sur Automobile Propre. C'est que c'est toujours le règne et le royaume du SUV, du SUV et du SUV. Et j'aimerais bien que les constructeurs commencent à se pencher, ils le font un peu, hein, mais notamment Hyundai avec la Ioniq 6, mais que et puis Tesla avec la Model 3, mais que les constructeurs commencent à se pencher un peu sur des voitures un peu plus agiles, un peu plus légères, des berlines, et pas toujours des SUV, parce qu'à chaque fois qu'on entend qu'un nouveau modèle va sortir, la plupart du temps, c'est un SUV ou un gros crossover. Donc voilà, j'aimerais bien que ça évolue un petit peu de ce point de vue-là. Voilà, pour les perspectives de 2023, moi j'aimerais bien qu'on crée aussi qu'il y ait plus d'infrastructures pour voyager en vélo à assistance électrique. Ça veut dire pas forcément juste les trajets pour navetter entre chez soi et son travail, mais pouvoir partir en week-end, pouvoir partir en vacances avec des voies dédiées, peut-être des chargeurs rapides comme les voitures électriques, des cabanes anti-vol, voilà, des petites infrastructures comme ça qui seraient pas très coûteuses et qui permettraient à des gens de se dire tiens, ce week-end je pars pas en voiture mais je pars en vélo électrique. C'est un tel plaisir, franchement, je le recommande. J'ai eu l'occasion de le faire déjà quelques fois, c'est vraiment vraiment génial. Et quand on aime se déplacer, qu'on aime un peu voyager, je crois que c'est une nouvelle façon de découvrir les choses et les voyages. Après, j'espère beaucoup aussi qu'on ait des avancées un peu plus rapides que prévu sur les batteries solides et qu'on ait quelques bonnes nouvelles, puisque aujourd'hui les constructeurs nous annoncent plutôt un horizon à 2028-2030. Donc si ça pouvait être un peu avant, ce serait bien. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Hein, c'était sympa. J'espère qu'on aura d'autres occasions de le faire avec aussi d'autres journalistes de la rédaction. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons non pas à la semaine prochaine, mais probablement début janvier, pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Et puis d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Salut!